Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 15 octobre à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2024, des exposés également dans plusieurs secteurs. Le Premier ministre répond aux députés au sujet de la déclaration de politique générale du gouvernement et met en avant les réalisations de l'exécutif dans une conjoncture difficile, conjoncture mondiale. Plus de 2500 morts et près de 11 000 blessés. Le nouveau bilan macabre et provisoire de l'attaque sioniste sur Gaza, un crime de guerre selon les spécialistes. Et les manifestations au soutien au peuple palestinien se succèdent alors que l'occupation s'apprête à lancer une offensive terrestre. Journée internationale de la femme rurale, des exemples dans ce journal de femmes démontrant leur participation active et efficiente au sein de la société. Projection en avant-première à Alger du long-métrage documentaire Pierre Clément, Cinéma et Révolution de Abdelnour Zahzah, qui met en avant son objectif au service de la cause algérienne et les exploits du peuple. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, la réunion du Conseil des ministres présidée ce dimanche par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, est consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Des exposés également relatifs au secteur de l'intérieur, de l'enseignement supérieur, l'agriculture, la poste et des télécommunications et les travaux publics. Je rappelle qu'une réunion du Conseil des ministres a été présidée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et a été consacrée notamment à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 et des exposés relatifs au secteur de l'intérieur, l'enseignement supérieur, l'agriculture, la poste et des télécommunications, ainsi que les travaux publics. Et sans tarder, on retrouve Felial Assari en direct depuis le siège de la présidence de la République. Felial, bonsoir. De quoi a-t-il été question lors de ce Conseil des ministres ? Oui, bonsoir Sabrina. En effet, le Conseil des ministres vient à peine de s'achever. Il a été, comme vous l'avez rappelé, présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Plusieurs dossiers ont été à l'ordre du jour. On retiendra 6 points essentiels. Le président de la République a en premier lieu ordonné de consacrer un Conseil des ministres approfondi à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 en prenant en compte toutes les décisions émanant des précédents Conseils des ministres pour préserver les équilibres économiques et sociaux. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance de préserver l'indépendance financière de l'Algérie, de ne recourir sous aucun prétexte à la dette extérieure, un acquis à préserver, a-t-il martelé. Le président de la République a également donné des orientations pour redoubler d'efforts dans la mise à niveau et le développement du réseau d'Internet, un outil aujourd'hui indispensable dans les secteurs économiques, de l'enseignement supérieur et des services. Et pour cela, il a appelé à diversifier les sources de l'Internet à travers notamment la technologie satellitaire. En 4e point, on citera que le président de la République a encouragé l'initiative de l'enseignement supérieur d'ouvrir de nouvelles filières dans tout ce qui a trait à l'hydrogène vert, une source énergétique aujourd'hui très demandée sur le plan international, comme on le sait tous. Et puis, il a été question également du barrage vert, ce projet cher à l'Algérie. Le président de la République a appelé à faire participer les start-up
un projet justement qui est là pour lutter contre la désertification et aussi pour faire face à l'urgence climatique. Et en dernier point, le président de la République a ordonné au ministre de l'Agriculture d'élaborer un nouveau plan concernant les fermes pilotes avec des objectifs précis et en élaborant également un encadrement juridique et professionnel, une étude, bref, globale et précise quand on sait le potentiel productif de ces fermes et les résultats réalisés qui ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Voilà donc les 6 points essentiels à retenir de ce Conseil des ministres qui vient de s'achever, Sabrina. Merci Félia Lastari. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République où s'est tenu un Conseil des ministres. Nous y reviendrons lors de nos prochains rendez-vous de l'information avec plus de détails. Et dans l'actualité, les réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés au sujet de la déclaration de politique générale du gouvernement. C'était ce dimanche lors d'une séance plénière présidée par Brahim Bourali en présence de membres du gouvernement. Chiffre à l'appui, Ayman Ben Abdelrahman a étayé les réalisations de son exécutif malgré la conjoncture économique mondiale difficile. Il a notamment mis en avant la préservation de l'aspect social de l'État. Et le Premier ministre a affirmé dans ce sens que les perturbations d'approvisionnement en certains produits alimentaires à large consommation seront endiguées avant la fin de l'année. Les mesures nécessaires pour limiter l'inflation et la hausse des prix seront également prises. Je vous invite à l'écouter. La préservation du pouvoir d'achat du citoyen se manifeste clairement par l'augmentation du montant des transferts sociaux directs qui devrait passer de 2 714 milliards de dinars en 2023 à 2 895 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 181 milliards de dinars, c'est-à-dire 19,17% du budget de l'État en 2024. Avec 582 milliards de dinars destinés au soutien des produits de base tels que les céréales, le lait, l'huile et le sucre, 163 milliards de dinars au titre du raccordement au réseau électrique, réseau de gaz et d'eau potable, sans oublier les 313 milliards de dinars destinés au secteur du logement. Le gouvernement a également pris plusieurs décisions pour stabiliser le pouvoir d'achat du citoyen, malgré le contexte de fluctuation des marchés mondiaux qui a poussé plusieurs pays à prendre des décisions urgentes pour assurer la disponibilité des produits de base à leurs citoyens, malgré les changements climatiques qui touchent plusieurs régions du monde. Le Premier ministre a annoncé le dégel définitif des promotions dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions. Je vous invite à l'écouter. Sur instruction du président de la République, il a été décidé de lever de manière définitive le gel des promotions dans la fonction publique, ce qui permettra à 280 000 fonctionnaires remplissant les conditions d'ancienneté d'en bénéficier. Un budget de 29,6 milliards de dinars a été alloué à cette opération qui se fera progressivement sur 3 ans, 2023, 2024, 2025, à raison de 100 000 promotions par an. Cette décision vise à rattraper le retard enregistré depuis 9 ans. Le retour au processus ordinaire des promotions dans la fonction publique se fera à l'horizon 2026, en fonction des plans des ressources humaines. Évoquant les importations, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement ne les avait pas interdites, mais les a encadrées en mettant en place une stratégie intégrée pour organiser les opérations d'importation dans le souci de préserver le produit national. On écoute. Le gouvernement a procédé à la régulation de ce secteur vital et à son assainissement des graves dépassements enregistrés, notamment le transfert des devises vers l'étranger et l'inondation du marché national en produits superflus. Pire encore, la surfacturation en ce qui concerne l'importation de la ferraille avec la complicité de certains importateurs à l'étranger. Ce qui nous a amené à mettre en place une nouvelle stratégie dans le cadre de la régulation de ce secteur vital, qui est l'importation qui prend en considération la protection de notre industrie et notre production nationale, la priorité des priorités de l'État algérien. Dans une déclaration à la presse, Ayman Ben Abdelrahman a indiqué que les acquis importants réalisés au cours de l'année 2022-2023 ont été concrétisés grâce aux instructions du président de la République. Je vous invite à l'écouter.
Tous les projets réalisés entre septembre 2022 et septembre 2023 sont des réalisations importantes, devenues réalité grâce aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces réalisations, comme je le disais aux députés de l'Assemblée, sont de grandes réalisations qui ont vu le jour malgré un contexte économique mondial très difficile, caractérisé par une récession économique et une situation géostratégique des plus instables. Dieu merci, l'Algérie a su gérer ses affaires politiques, économiques et financières et elle continue de réaliser cette relance et de diversifier ses sources économiques à travers la relance de l'investissement selon de nouvelles bases fondées sur la transparence et la rationalisation des dépenses publiques. On fait le point à présent sur la situation en Palestine où les crimes de guerre de l'occupation israélienne se poursuivent. Les bombardements de l'entité sioniste ont fait plus de 2500 victimes à Raza, en plus de près de 11 000 blessés. 55 familles ont été décimées dans leur totalité dans l'enclave qui subit un blocus total. Pas d'eau, ni électricité, ni nourriture ou médicaments. Le nombre de Palestiniens déplacés atteint les 200 000 qui se retrouvent dans une situation humanitaire catastrophique. Les détails par Badia Amardi. Les bombardements se poursuivent sur la bande de Raza et en Cisjordanie occupée et la situation humanitaire est chaotique. Tout manque. Les Palestiniens sont livrés à eux-mêmes. Ils n'arrêtent pas de compter leurs morts, soumis à un blocus total. Ils n'ont plus rien, privés de nourriture, d'eau, d'électricité et de gaz. Leur vie est constamment menacée. Ils ne savent plus quoi faire. Rester au péril de leur vie ou fuir leur terre en les laissant à l'occupant sioniste, surtout depuis qu'ils sont sommés par l'armée d'occupation de quitter les lieux sous 24 heures. Nous avons tout perdu, nous n'avons plus de toit, nous ne savons pas où aller. Pourtant, ils nous ont sommés de quitter nos maisons. Nous ne savons pas où aller. Nous avons peur de nous déplacer dans un endroit où nous serons encore ciblés par des bombardements. Nous sommes livrés à nous-mêmes. La communauté internationale nous a abandonnés, y compris beaucoup de nos frères arabes. Nous subissons tous les jours des bombardements. Aucun humanisme, aucune conscience. C'est le bon Dieu qui nous protège. L'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a appelé à un cessez-le-feu humanitaire urgent pour porter secours aux enfants dans la bande de Raza, cible de l'agression sioniste, qualifiant également la situation dans l'enclave palestinienne de catastrophique, dont l'accès devient de plus en plus critique, même pour les organisations onusiennes qui sont également ciblées par les attaques de l'armée sioniste. Les images parlent d'elles-mêmes. La ministre palestinienne de la Santé, May El-Kaïla, a déclaré que 50% des personnes tombées en martyrs dans l'agression sioniste en cours sur la bande de Raza sont des enfants. El-Kaïla a dénoncé le refus par les autorités sionistes d'autoriser les convois humanitaires à entrer dans la ville assiégée. Elle a fait savoir que la situation est catastrophique. Les équipes médicales sont épuisées. L'hôpital de Beit Hanoun est hors service et la panne d'électricité et le manque de carburant signifient que les services sont arrêtés. 470 000 Palestiniens ont été déplacés à la suite des bombardements. 752 tours ont été ciblées. Environ 2000 logements ont été détruits et 23 ambulances bombardées. Malgré les appels à l'arrêt immédiat des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée sioniste qui s'élève ça et là à travers le monde, la politique de 2 poids 2 mesures prend le dessus. Le laxisme et le mutisme de la communauté internationale face à cette catastrophe humanitaire fait froid dans le dos. Et les Palestiniens craignent une nouvelle Nakba. Les bombardements israéliens visent à les pousser à l'exode et à quitter leur maison pour se réfugier dans le nord. Ils roulent à mort. En attendant, ils survivent dans des conditions inhumaines comme nous l'avons vu plus tôt. Et on écoute à ce sujet ce témoignage depuis Raza de Ziad Meddour, enseignant de littérature française à l'université d'Al-Aqsa. Situation humanitaire catastrophique. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans des hôpitaux menacés par les bombardements israéliens. Familles entières raillées, effacées de la carte. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'internet.
On essaie de s'adapter, mais c'est difficile dans le contexte actuel. Beaucoup de Palestiniens de Gaza qui habitaient le nord et la ville de Gaza, ils ont été obligés à se déplacer vers le centre, mais personne n'est à l'abri, personne ne sera épargné. Et les bombardements se poursuivent même au sud. Presque 1,5 million ont décidé de rester. Car les Palestiniens craignent que si aujourd'hui ils vont quitter le nord vers le centre, demain ils seront bombardés, massacrés pour les obliger à quitter vers le sud, après l'envoyer vers Rafah. Et donc ça sera un nouveau transfert, une nouvelle déportation et une nouvelle Nakba. Les Palestiniens ne veulent pas participer à reproduire une nouvelle catastrophe, une nouvelle Nakba. Situation catastrophique dans les écoles, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux qui arbitrent. Presque 500 000 Palestiniens sans produits alimentaires, sans nourriture. Et comme vous entendez, le bruit des bombardements qui est très fort partout dans les centres d'accueil, il n'y a aucune organisation internationale qui s'occupe des déplacés. Ni nourriture, ni refuge. Les gens dorment soit dans la rue, soit dans les hôpitaux, soit dans les écoles. Ils dorment par terre. Il faut que le monde bouge pour sauver les enfants de Gaza, pour sauver les 2 400 000 Palestiniens qui vivent dans l'angoisse, dans la peur. Il faut réouvrir les portes, les passages pour permettre l'entrée des fioles, des carburants pour les centrales électriques, pour les hôpitaux, pour faire fonctionner les panneaux solaires. Les Palestiniens demandent au monde officiel de réagir rapidement pour sauver leur vie. On ne peut pas être déporté, on ne peut pas être transféré, on ne peut pas être réfugié de nouveau. Ici, notre terre, nous ne partirons pas. On tient bon pour le moment. On vit dans des conditions humanitaires catastrophiques, mais pour le moment, on a décidé de rester chez nous, ne pas partir. L'entité sioniste bombarde donc enfants, femmes et tous les civils. Même la presse est ciblée, un véritable nettoyage ethnique et qui se déroule dans la ville au vu et au sud de la communauté internationale. Il y a également le blocus inhumain. Pourtant, la Cour pénale internationale est censée protéger les territoires palestiniens. Pour en parler avec nous en direct, Gilles Devers, avocat et universitaire. Bonsoir, maître. Malgré la légalité de la cause palestinienne, l'entité sioniste commet depuis une semaine des crimes de guerre contre les Palestiniens au vu de tous. D'autres crimes sont dénoncés à travers le monde, mais pas celui-ci. Un véritable deux poids deux mesures, maître Gilles Devers. Effectivement, la règle, elle est bien connue. Quand il y a une attaque militaire, il faut qu'elle soit justifiée par un but de sécurité impératif. Il faut ensuite qu'il y ait de la proportion et qu'il y ait distinction des civils et des militaires. Et on sait qu'il ne peut pas y avoir de conquête de territoire par la force armée. Donc tout ça, ce sont des données qui sont très bien connues et qu'on voit appliquer quand cela intéresse. Et puis ici, c'est un autre cas de figure. Donc les règles sont bafouées. Donc ce double standard ne met pas en cause le droit, il met en cause ceux qui sont chargés d'appliquer le droit, la diplomatie internationale, les institutions, mais également, vous l'avez cité, la Cour pénale internationale et son procureur qu'on a connu très vaillant sur le dossier de l'Ukraine et qui, là, dans le silence, est assourdissant. Est-ce qu'on n'est pas devant un génocide, maître Devers ? Alors, il faut se méfier des mots parce que les injustices que connaissent les Palestiniens depuis 1917 sont telles qu'on peut être parfois dans l'excès, mais en l'état actuel, il est clair que la question du génocide, telle qu'elle est définie par le droit, c'est-à-dire la référence, c'est le statut de la Cour pénale internationale avec une définition précise. Également, il y a la Convention internationale sur la prévention du génocide et nous sommes tout à fait dans ce cas de figure. Il y aurait d'ailleurs des mesures préventives qui pourraient être envisagées par un État ayant ratifié le traité sans fixer de réserve. Mais quoi qu'il en soit, à ce jour, l'ampleur du phénomène, cette volonté de vider la ville
de modifier la structure de la société palestinienne, les propos extrêmement durs, inhumains, qui consistent à dire que les Palestiniens leur coupent l'eau, l'électricité, le gaz parce que ce sont des animaux, et c'est le ministre de la Défense qui dit cela. Il y a une volonté de destruction massive du civil pour un objectif politique en plus, on ne sait même pas lequel parce qu'ils n'ont aucune solution à mettre sur la table. Et ce soir, on peut dire de manière raisonnée, construite, qu'effectivement, là, on est rentré dans une pratique génocidaire. Et comment on peut juger le mutisme de la communauté internationale face à de telles actions, Maître Dever? Vous savez, la communauté internationale, elle a les mains dans le crime depuis 1917. Le peuple palestinien ne demandait rien et c'est un peuple de commerçants, d'agriculteurs qui vivaient tranquillement sur sa terre et venaient qui voulaient. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Et ensuite, il y a eu ce pari insensé de 1917, la déclaration de Balfour, de dire on va créer un État alors qu'il y en a déjà un qui existe. Et il y a notamment un rapport bien connu de King et Crane qui étaient deux diplomates des États-Unis qui sont venus en 1919, et qui ont fait un rapport qui est bien connu en disant mais il y a déjà un État qui existe, il y a une population, donc en créer un autre c'est impossible ou ça sera un siècle de guerre. Donc la responsabilité, elle est actuellement de ne pas freiner Israël, comme quand on voit Madame van der Leyen qui se présente en Israël et qui n'a pas un mot pour dire que la guerre se construit selon des règles. Enfin, moi je suis européen, elle n'a pas à parler en mon nom comme cela, cette dame. Mais il y a donc des faits circonstanciels actuels, mais on ne comprend pas la Palestine si on ne revient pas à ses sources profondes qui sont que la Palestine existait comme État, elle était consacrée comme État jusqu'en 1948, avant que l'ONU décide qu'il fallait tourner la page. Mais on ne tourne pas la page des peuples et le peuple n'a fait que résister, le peuple est toujours là, les 12 ou 13 millions de Palestiniens, entre ceux de Gaza, ceux de Jordanie, ceux de Jérusalem, ceux des camps de réfugiés, la diaspora, ils savent tous qu'ils sont palestiniens. Et est-ce que dans les puissances occidentales, quelqu'un est en mesure de dire vous êtes un peuple mais vous n'avez plus droit à une terre? Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces massacres? Ils veulent aller où? Et quelle est la solution? Ils ne veulent pas d'État palestinien, mais dans ce cas, il y a un seul État israélien, mais il ne peut pas être unique parce que la majorité est arabe. Alors c'est un État d'apartheid. Qu'est-ce que vous voulez avec cela? Et la diplomatie occidentale n'a plus de cerveau. Merci à Maître Gilles Dever d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat et universitaire. En plus des bombardements, les forces sionistes s'apprêtent à lancer une offensive terrestre contre Rafah, augurant plus de victimes. De nombreuses manifestations ont été organisées dans le monde contre le génocide perpétré par l'occupation israélienne. Ils étaient des milliers à marcher hier à Amsterdam en soutien aux Palestiniens. Une marée humaine s'est rassemblée à la place centrale, scandant Palestine libre, arrêter l'agression et arrêter l'attaque contre Rafah. Dans un geste symbolique, l'Algérie abritera tous les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne de football. Annonce de la fédération algérienne en exécution des directives des hautes autorités du pays et suite à la demande formulée par le président de la fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub. Il s'agit notamment de rencontres entrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, ainsi que tous les frais liés à ces événements, a précisé l'instance fédérale sur son site officiel. Dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation a signé dimanche au siège de l'ambassade de Hongrie à Alger, au nom du président de la République, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président hongrois László Szülyom. Salah Gücel a présenté au nom du président et au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, ses sincères condoléances au gouvernement hongrois et au peuple hongrois ami.
Coopération, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu son homologue de la République du Zimbabwe, Frédéric Musiwa Chava, qui se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques, dont les travaux débuteront lundi. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie et les perspectives de leur renforcement à la lumière des prochaines échéances bilatérales et de se concerter sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ouverture ce matin d'un stage de formation internationale en partenariat algéro-roumain sous le thème « Les voies de renforcement de la stabilité et de reconstruction post-conflit dans la région du Sahel », organisé par l'Institut diplomatique et des relations internationales en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. La journée s'est tenue en présence de la secrétaire d'État au ministère roumain des Affaires étrangères, Daniela Gitman, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le Nes Moukaran. Des experts et spécialistes de pays africains y prennent part. Elle entre dans le cadre des efforts de l'Algérie à soutenir la stabilité dans la région du Sahel et le développement en période post-conflit. Journée internationale de la femme rurale ce 15 octobre. On vous emmène à l'occasion à la rencontre de Hafsa, une exploitante agricole qui a su se faire une place et jouer un rôle dans un monde difficile. Yasmine Massoudi. Au volant de son tracteur, Hafsa s'acquitte chaque jour des lourdes tâches que nécessite le travail de la terre. Diplômée en littérature anglaise, sa voie était toute tracée, mais elle a fait le choix de changer de cap et de vivre pleinement sa passion en devenant agricultrice. Un métier à plein temps, exigeant et physique, mais rien ne résiste à sa détermination. Elle a réussi à transformer une terre en jachère en une terre fertile. Nous avons commencé notre activité en 2017 à partir de rien. C'était une terre en jachère sans raccordement à l'eau ni à l'électricité. Nous avons d'abord décidé de forer un puits et ce n'est qu'en 2019, après le raccordement de l'exploitation à l'eau, que l'on s'est orienté vers l'arboriculture fruitière et l'on s'est spécialisé dans l'agrumiculture. نديروا les légumes de saison يعني الخضروات تاع الموسميه. Après de nombreuses années de dur labeur, de formations diverses pour l'acquisition d'un véritable savoir-faire, Hafsa décide d'investir de nouvelles filières avec en filigrane son amour inconditionnel pour la terre qui le lui rend bien. J'aime la nature, un amour qui ne cesse de croître à chaque fois que je vois mes vergers donner des fruits. Nous nous sommes lancés également dans l'apiculture, l'élevage de chevaux et dans l'aviculture. En Algérie, les femmes sont de plus en plus nombreuses à investir le secteur agricole. Un secteur qui nécessite force, patience et ténacité. Elles sont prêtes à braver tous les obstacles pour réussir. Aujourd'hui, plus de 8 millions de femmes rurales jouent un rôle pionnier dans le processus de réalisation du développement et l'autosuffisance, outre leur intégration à la gestion et la valorisation de la biodiversité. Autre exemple de la participation effective et efficiente de la femme rurale dans l'essor de la production nationale, deux artisanes à Oumbouari au savoir-faire indéniable. La fabrication de fromage traditionnel notamment n'a plus de secret pour elle. Malika Mlal. Originaires d'Oum Bouaki, Fiala et Jamila sont toutes les deux garantes d'un savoir-faire ancestral. Ces deux femmes ont toujours veillé au respect de la fabrication de l'un des fromages les plus anciens et les plus appréciés dans la région, le fromage Bouhza. Le rôle de la femme est très important dans la préservation de notre patrimoine, mais surtout notre identité. Nous avons beaucoup de plats traditionnels à base de bouhza. Produit authentique des Aurès, le bouhza est un fromage traditionnel algérien à base de lait de chèvre ou de brebis. Nous avons toujours fabriqué du fromage. Le salage, l'égouttage et l'affinage du bouhza sont réalisés simultanément dans une outre, shikwa, préalablement traitée au tanin. La fabrication de ce fromage est 100% traditionnelle. Nous le mangeons avec de la galette. Nous l'utilisons également pour préparer un plat traditionnel appelé el mertour. C'est un plat qui se conserve bien et qu'on consomme surtout en hiver. Le fromage bouhza est classé 3e au niveau national après le deglet nour de Biskra et la figue sèche de Béjaïa.
Fiala et Jamila sont restés fidèles à cette recette traditionnelle qui est devenue avec le temps une véritable passion. Aujourd'hui, elles veillent à transmettre leur savoir-faire aux générations futures. Justice et ouverture ce dimanche au tribunal criminel de première instance de Dar el-Baïda du procès des 94 individus accusés pour meurtre et lynchage de Jamal Ben Smaïl, assassiné en août 2021 à l'Al-Baranat Ilaten à Tizi Ouzou. Le tribunal les avait condamnés à des peines allant jusqu'à la peine capitale. Les condamnés sont accusés d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'État, à l'unité nationale et à la stabilité des institutions, ainsi qu'à leur fonctionnement normal, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d'insécurité par l'agression morale et physique contre les personnes, mettant leur vie et leurs biens en danger. Et cette information, les participants à la semaine de solidarité syndicale algéro-sahraoui ont recommandé dans une déclaration finale à l'université de Boumerdès la nécessité de développer des mécanismes de partenariat et de concertation et d'adopter des stratégies intégrées, notamment dans le cadre de la lutte et de l'action syndicale pour faire face aux défis actuels du Sahara occidental et les graves violations qu'il subit, ainsi que de l'épuisement systématique des richesses du peuple sahraoui. Projection en avant-première à Alger du long-métrage documentaire Pierre Clément, Cinéma et Révolution de Abdenour Zahdah. Le film a mis l'objectif, plutôt le Clément, l'objet du film, a mis son objectif au service de la cause algérienne et les exploits du peuple algérien. Rina Louraric pour les détails. Pierre Clément, cinéaste français, a marqué l'histoire de la révolution algérienne en mettant son objectif au service de sa cause juste, immortalisant les exploits du peuple algérien contre les forces coloniales françaises pendant la guerre de libération nationale à travers des films documentaires. Le documentaire dédié à son œuvre, réalisé par Abdenour Zahdah, explore le parcours engagé de Clément, qui en plus d'être témoin de l'épopée algérienne, l'a également inscrite dans la mémoire collective. Ce long métrage est un hommage à ce militant. Il met en exergue son travail et son engagement en faveur de l'Algérie. Nous espérons qu'il plaira au public. Cette projection d'une durée de 70 minutes qui a mis en lumière les crimes perpétrés par le colonialisme français contre le peuple algérien, tout en célébrant la résilience de cette nation en quête d'indépendance, a suscité l'intérêt du public, en particulier les plus jeunes. Les contributions. Ce documentaire nous transporte au cœur des faits réels de la glorieuse révolution nationale. Il nous présente même ceux qui ont contribué à la libération de l'Algérie en leur rendant hommage. Le peuple algérien. C'est un documentaire. C'est fascinant de constater qu'à l'époque, ce réalisateur a pu capturer tous ces moments, et ce, même avec les moyens limités dont il disposait. À travers ce documentaire, nous découvrons notre histoire. Pierre Clément, Cinéma et Révolution, une œuvre humanitaire et historique qui nous plonge dans le périple de ce militant qui a consacré son art au service de la cause algérienne à travers des films emblématiques tels que Sariyet Sidi Youssef, réfugié algérien, ainsi que La Haleine au combat, capturant les hauts faits du peuple algérien et témoignant de sa bravoure et de sa lutte pour l'indépendance. Du sport pour terminer, l'équipe nationale de football affrontera demain son homologue égyptienne en match amical prévu au stade Hazza bin Zaïd Al Dalaïn à 17h heure algérienne, dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les Verts à un mois du début des qualifications du Mondial 2026. Les détails par Riyad Belkhadi. Dans sa logique de préparation avant d'entamer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi veut mettre ses poulains dans les conditions des grands rendez-vous africains. Après le Sénégal à Dakar en septembre dernier, le sélectionneur national a choisi d'affronter un autre géant d'Afrique, l'Égypte, qui est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, en remportant 7 fois ce tournoi.
Lundi soir, au stade de l'Ain, aux Émirats Arabes Unis, les Verts affronteront les coéquipiers de Mohamed Salah au grand complet. Un sparring partner qui voudra aussi se jauger avant le rendez-vous ivoirien. Lui qui a buté lors de la dernière Coupe d'Afrique en finale sur des lions de la Teranga imbattables à l'époque. Pour Belmadi, il ne pouvait y avoir meilleur adversaire pour hisser le niveau de jeu des Verts. Finalistes de la dernière Coupe d'Afrique, ils ont été jusqu'au play-off, ils ont pour la Coupe du Monde perdu au penalty. L'Égypte, c'est peut-être l'équipe la plus titrée d'Afrique sur les Coupes d'Afrique. Donc, بينا باللي منافسة قوية, c'est ce qu'on recherche. 24 confrontations entre les deux équipes ont eu lieu depuis l'indépendance. L'Algérie est devant au bilan comptable avec 8 victoires et un match gagné au pénalty. Grande victoire pour les Verts en 84. L'Égypte, elle, a réalisé son meilleur score, c'était en 2001, un score de 5-2. Ce derby revêt beaucoup d'intérêt. Outre une revue d'effectifs, avec l'incorporation des nouveaux arrivés, Gouiri et les Laroussi Belloumi qui n'ont pas encore vécu leur première sélection, il y a cette rivalité et suprématie à mettre en évidence à chaque fois que les deux nations se croisent. Ce qui donnera à ce match amical, entre guillemets, des allures de match officiel. Côté supporters, il y aura un avantage certain pour les Égyptiens qui avaient déjà envahi le stade olympique du Roi Fahd à Taïf, en Arabie Saoudite, lors de la finale de la Supercoupe. L'USMA en sait quelque chose, mais ce sera un bon test dans l'adversité pour les Verts. Si les coéquipiers de Mahrez ont déroulé face au Cap-Vert en fin de semaine dernière 5-1, les Pharaons, eux, se sont imposés en amical face à la Zambie 1-0 grâce à Hamdi Fethi, c'était à Abu Dhabi. La question qui reste encore sans réponse à 24 heures du match, Belmadi osera-t-il un agressif 4-2-4 devant les Pharaons comme à Constantine, ou sera-t-il plus prudent et moins gourmand? La réponse demain aux alentours de 19h. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.